Donc on a emprunté 50 000 € sur 3 ans, on rembourse sur 3 ans un tiers, parce que le dernier remboursement était après les élections. Je ne voulais pas qu'ils se sentent obligés de voter pour moi pour récupérer leur argent. Donc on a fait un remboursement chaque année, un tiers, et c'était rémunéré à hauteur de 2,4%, donc bien plus avantageux que le livret A. Et développer, le cinquième axe, c'est développer la résilience du territoire. Là, c'est toute la partie biodiversité qu'on a un peu moins travaillé pour le moment. C'est l'axe du prochain mandat, si c'est encore nous qui sommes en responsabilité. Et l'exemplarité, c'est de travailler tout ce qui est innovation. On est aujourd'hui à 6 bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le territoire municipal. Je ne vais pas faire les 250 actions, je vais attaquer tout de suite les différentes thématiques. Sur le patrimoine municipal, l'idée, c'est de vous présenter simplement quelques exemples de ce qu'on a pu faire et d'illustrer de manière très pragmatique l'approche qui a été la nôtre. Le premier bâtiment sur lequel on s'est posé des questions, c'est la crèche municipale, qui est dans le centre socio-culturel. Et en fait, on a voulu faire des travaux d'amélioration, puisque la crèche était toute petite, et on voulait améliorer l'accueil. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on mettait en chauffe tout le centre socio-culturel dès début septembre, parce que comme la crèche était dedans et c'était même dans les autres chauffages, on chauffait tout un bâtiment pour à peine 20 gamins. Et donc là où on voulait simplement améliorer le patrimoine et le service, la démarche Synergie, en fait, nous a permis de changer de paire de lunettes. Et donc des questions qu'on ne se serait pas posées a priori sur l'amélioration du service apporté aux usagers de cet équipement, on se les est posées. Et donc on s'est posé la problématique de l'énergie. On s'est dit, bah, voilà, quitte à mettre un peu de sous, autant scinder le réseau de chauffage. Et puis à partir de là, au-delà de l'isolation, en changeant les fenêtres et autres, on s'est posé la problématique de la qualité de l'air dans l'équipement. Ce qui fait qu'on a mis en place des centrales d'air dans la crèche et on a été bien en avance sur la réglementation qui impose, d'ici 2022 ou 2025, je ne sais plus, un niveau de recyclage de traitement d'air dans les équipements de petite enfance. Donc en fait, nous 10 ans avant, parce qu'on est engagé dans cette démarche, ça nous a permis de prendre les devants. Donc oui, ça nous a coûté un poil plus cher que ce qu'on avait prévu au début, sauf que du coup, il y a un effet levier aussi, ce qui nous a permis d'obtenir des financements un peu plus intéressants auprès d'un certain nombre de partenaires qui, sur de simples travaux, nous auraient pas financé. Là, en l'occurrence, on a obtenu un financement du département de la Seine-Maritime qu'on n'aurait pas eu sur des travaux qu'on avait envisagés à l'origine. Un autre exemple, c'est le gymnase municipal qui est là en haut au milieu. On n'a qu'un seul gymnase sur la ville, qui ressemblait avant à une espèce de hangar à Airbus. Vous ne savez pas où était l'entrée, où était la sortie. Une passoire énergétique qui a subi de gros dégâts en 2008. Une partie de la toiture s'était effondrée quand on a été concerné par un épisode de catastrophe naturelle. Et là, sur ce bâtiment, habituellement, on peut se dire spontanément, on rase, on reconstruit comme ça. Et là, c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans le cadre de cette démarche d'approche globale. Là, on a fait la démonstration sur cet équipement que raser et reconstruire, ça ne coûte pas moins cher que de réhabiliter l'existant. Et là, le bâtiment est aujourd'hui à 60%, consomme 60% d'énergie en moins que lorsqu'il n'était pas concerné par ces travaux. Et nous a coûté 300 000 € de moins, puisqu'on a fait les études en parallèle, soit en rasé, on reconstruisait, soit en réhabilité. Et en fait, on a fait une économie au moment des travaux de plus de 300 000 € du fait d'avoir choisi de réhabiliter. On a gardé toutes les fondations, on a changé la toiture, enfin la charpente, et on a eu un très haut niveau de performance énergétique au-delà de la réglementation thermique, ce qui nous a permis, là aussi, d'avoir un effet levier sur les financements extérieurs. Et donc, on a eu un financement de l'Union européenne sur cette réhabilitation à hauteur de 280 000 €. C'est la première fois que Malonnet avait de l'argent de l'Europe. Donc oui, de l'argent pour financer les projets de transition, il y en a. C'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais il faut aller le chercher. Un autre exemple, c'est la mairie, où là, pareil, sur le diag énergétique du bâtiment, on avait quelques soucis. On était encore, juste avant qu'on fasse les travaux en 2014, en simple vitrage avec des fenêtres en bois et des volets où on perdait un doigt à chaque fois qu'on fallait les fermer en mettant les fenêtres. Ils se promenaient dans les fenêtres. Et donc là, on a lancé une opération de réhabilitation thermique de l'hôtel de ville, qui a plus d'une centaine d'années. Et en changeant les huisseries, on a mis des volets électriques. Et vu le bâtiment, de câbler tout le rez-de-chaussée, ça nous aurait coûté plus cher par rapport au projet. Et en fait, on a tout simplement mis des volets solaires. Donc chaque volet est indépendant, il y a une petite réglette, ça ne défigure pas l'esthétique du bâtiment. Ça améliore aussi,
C'est pas que sur l'aspect du patrimoine, ça améliore aussi les conditions de travail du personnel. Les agents le matin ont pu ouvrir toutes les fenêtres du rez-de-chaussée pour ouvrir les volets un par un. Il y a une commande centralisée, ça fait 5 ans que c'est installé, c'est jamais tombé en panne, on n'a pas d'entretien. Le seul entretien qu'on a eu en 5 ans, c'est une fois, on a sorti la nacelle pour passer un coup d'éponge sur les panneaux solaires de chaque volet pour améliorer. Donc voilà, il y a un petit système de batterie. On a fait bosser une boîte locale, c'est un artisan de Pavie qui depuis montre à tout le monde les moyens de mallemer parce que ça on peut le mettre à la maison aussi. Ça ne coûte pas plus cher en investissement au final. Oui, le volet coûte plus cher qu'un volet électrique traditionnel, mais en fait, quand on a regardé la somme totale, ça nous a coûté moins cher que si on avait câblé tout l'hôtel de ville pour apporter de l'électricité sur chaque fenêtre. Un autre exemple en bas, la petite maison là, c'est pas chez moi. C'est la chaufferie bois qu'on a mis en service à l'automne 2017. C'était pas du tout prévu, mais on s'est posé la problématique, grâce à Synergie, quand on a travaillé le plan d'action, de l'état de nos chaudières. Et on s'est rendu compte que bon nombre allaient être en fin de vie. Et on s'est dit, pourquoi pas, réfléchissons. Et donc on a travaillé un réseau de chaleur qui dessert aujourd'hui le centre socioculturel, une école élémentaire, un restaurant scolaire, une école maternelle, le gymnase municipal et la piscine municipale. C'est une chaufferie plaquette de bois, et là, par exemple, le coût de construction de la chaufferie, on l'a financé avec les économies de chauffage qu'on a réalisées dès la première année. On est sur, dès la première année, 30 000 € d'économie de chauffage par rapport au patrimoine chauffé désormais par le bois. Et on est à 80% de financement de l'extérieur sur cet investissement pour la commune. Donc, grosso modo, en 10 ans, les économies de chauffage vont repayer le bâtiment. Là, l'exemplarité est Synergie. On nous a vendu dans un premier temps un réseau de chaleur au gaz. Sauf que le fait de passer au bois, l'économie de CO2 rejeté était beaucoup plus intéressante, le double de la solution au gaz. Donc volontairement, les élus, nous avons fait le choix de passer au bois. Ça ne change pas la face du monde, les habitants ne s'en sont pas rendus compte, sauf qu'en termes de qualité et de santé publique, voilà comment on peut aussi agir à l'échelle d'une commune, faire des choix qui viennent du coup diminuer fortement le coût carbone des services d'une collectivité. On a depuis créé, puisqu'il y a un autre groupe scolaire un peu plus loin, économiquement c'était pas intéressant de le relier au réseau de chaleur, ça aurait été trop cher. On a pour autant supprimé les chaudières au gaz dans ce deuxième groupe scolaire. Il y a une chaufferie au granulé bois indépendante pour l'école élémentaire et l'école maternelle de ce groupe scolaire-là. Et là, on va lancer le mois prochain le chantier de la 3e chaufferie bois de la ville, enfin, sur notre patrimoine, puisque depuis d'autres ont été mis en service sur la commune. On est nous aussi passé au LED dans tous les bâtiments. Ça, c'était une des actions qu'on a fait financer par le TEPCV. Sur un groupe scolaire qui date des années 50, on a lancé une opération de réhabilitation thermique. On est aujourd'hui en BBC rénovation sur ce bâtiment. Et là, on fait de la démonstration parce qu'il y a aussi des effets de mode, et pas que de mode, des arnaques, même auprès des collectivités. Pour rendre un bâtiment exemplaire thermiquement, on n'est pas obligé de faire de l'isolation par l'extérieur. ITE, on appelle, c'est pas la solution à toutes les problématiques thermiques. Là, cette école-là, on n'a pas fait d'isolation par l'extérieur, du tout. C'était, par rapport au bilan énergétique du bâtiment, ça valait pas le coup. On s'est contenté de fermer les préaux, réisoler sous les préaux. On était déjà en double vitrage, le bâtiment est raccordé à la chaufferie bois depuis, et on a simplement mis une toiture solaire. Et on est au niveau BBC rénovation sur ce patrimoine construit dans les années 50. Voilà, grosso modo, sur le patrimoine, quelques-uns des exemples de ce qu'on a mis en place. Donc sur le renouvelable, en fait, nous, on n'est pas dans un couloir de vent, on ne pouvait pas mettre d'éoliennes. On a un peu de géothermie, puisque toute la ville est construite sur l'eau. Mais on a plutôt misé sur le développement du solaire. Donc là, c'est quelques-uns des exemples des solutions solaires qu'on a mises en place sur le patrimoine municipal. Et on en a fait aussi un élément de l'identité du territoire sur notre engagement pour les transitions. Le premier bâtiment qu'on a couvert, c'est l'église. Voilà, qui permettait de faire un peu de com, un peu de buzz. Là aussi, bon alignement des planètes. On a lancé les chantiers à l'automne 2017, pile au moment où le pape sortait son encyclique sur les enjeux autour du réchauffement climatique. Ça a permis, là aussi, de par notre action, de pouvoir voilà, participer à un débat et à éveiller certaines consciences sur ces enjeux-là. 10 bâtiments sont aujourd'hui couverts au niveau du patrimoine municipal. Sur l'église, c'est de la tuile solaire, c'est pas du panneau, donc ça fait l'étanchéité
de la toiture en même temps. Sur l'école dont je parlais tout à l'heure là-bas, c'est de la tuile solaire aussi. On a volontairement fait le choix sur l'école d'une tuile qui est verte. Alors après, on n'aime pas, c'est pas le débat. Là, en termes d'intégration urbaine, il n'y a pas de difficulté autour, parce qu'on n'est pas dans un quartier d'habitat à proximité. Mais pédagogiquement, au regard des usagers accueillis dans ce bâtiment, c'est quelque chose aussi qui peut là être extrêmement intéressant de travailler du coup avec les enfants et les équipes pédagogiques sur qu'est-ce qu'il y a sur le toit dans l'école et le pourquoi du comment. Chacune de nos toitures est équipée d'un panneau qui indique le niveau de production en live, ce qui montre qu'on n'est pas obligé d'avoir du soleil pour que ça marche, même quand il y a un peu de nuages, ça fonctionne. Et le CO2 économisé depuis la mise en service de la toiture. Un autre exemple de cette paire de lunettes qui est Citergy pour nous, là à droite, simple et bleu de temps en temps en Seine-Maritime, donc on a fait un boulodrome couvert pour le club de pétanque, c'était notre projet municipal de 2014, et on s'est dit, quitte à leur mettre un truc au-dessus de la tête, autant que ce soit productif, et donc on l'a intégralement couvert de panneaux photovoltaïques. L'originalité, et c'est un des aspects qui fait que Malonnet est un peu identifié, c'est que l'ensemble de nos toitures, on est en autoconsommation pour le bâtiment. Mais on est aussi le premier territoire de France à avoir mis en place l'autoconsommation collective. Et là, depuis le mois de décembre, on est la première ville de France à mettre en place l'autoconsommation collective étendue. En 2 mots. L'autoconsommation collective, l'électricité qu'on produit sur l'église, on l'autoconsomme dans le bâtiment. C'est pas là où j'ai les factures d'électricité les plus élevées, vous pouvez vous en douter. À part alimenter l'horloge de la cloche, voilà, pas grand-chose de... Sauf qu'en face, on a, dans le parc municipal, installé des toilettes publiques, on a créé un nouvel équipement qui n'existait pas, on génère donc une nouvelle consommation d'énergie. Et en fait, l'électricité produite sur l'église alimente l'église, mais alimente aussi cet équipement public juste à côté. C'est l'autoconsommation collective. La mairie est à 300 mètres de l'église. Donc symboliquement, ça aurait pu être rigolo que l'électricité produite sur le toit de l'église vienne alimenter l'hôtel de ville. La réglementation nous l'interdisait, puisqu'on n'était pas sur le même transport de quartier. Et donc c'est un des aspects sur lesquels la ville de Malonnet essaye de se mobiliser auprès des pouvoirs publics, c'est de dire, voilà, c'est un peu idiot d'être limité, et donc on a pas mal œuvré à travailler avec Enedis sur la mise en place de l'autoconsommation collective étendue. Et donc, il y a un amendement qui a été voté par le Parlement l'année dernière, sur lequel nous, on s'est pas mal mobilisé, pour faire sauter ce verrou du transport de quartier. Aujourd'hui, on peut autoconsommer dans un rayon d'1 kilomètre autour de la centrale. Donc aujourd'hui, formellement, l'électricité qu'on consomme dans l'hôtel de ville, elle vient du toit de l'église. Et comme on a plusieurs centrales solaires, on a 3, en fait, aujourd'hui, Enedis a, alors, j'ai plus les derniers chiffres peut-être, mais il y avait à peine une quinzaine de conventions d'autoconsommation collective signées en France. 15. Sur les 15, 3 étaient signés à Malonnet. On est devenu en fait le laboratoire d'Enedis, parce que l'enjeu pour Enedis, c'est de voir comment réagit le réseau. On sait bien que en termes de surcharge de réseau, ça change complètement leur métier, et c'est une vision très centralisée avec laquelle on avait géré l'énergie encore hier. Et le côté un peu, c'est pour ça qu'il y avait quelques freins en développement de l'autoconsommation collective, c'est qu'on est clairement en concurrence avec le fournisseur historique. Je me rapproche un peu des centrales nucléaires encore, mais... et donc oui, voilà, il y a aussi des enjeux qui nous dépassent. Mais on est aujourd'hui, clairement, depuis tout le mois de janvier, j'ai fait le point un peu plus tard que lundi dernier, la mise en place de l'autoconsomation collective étendue nous a permis en janvier d'autoconsommer 99% de l'électricité produite sur nos toitures. On couvre désormais 30% de la facture d'électricité de la collectivité par notre propre électricité. Ce qui est plutôt intéressant, un peu comme les tomates, on produit local, on consomme local. On fait aussi avec l'énergie sur les toits de la ville de Malonnet. Les enjeux de transition, c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Ça, c'est juste pour l'anecdote. En fait, la loi aujourd'hui m'impose, comme on génère, alors, parce que le peu de surplus qu'on revend, on le revend à Enercop Normandie, parce qu'on essaie d'être cohérent, et certains bâtiments qui ne sont pas couverts, on a souscrit notre abonnement chez Enercop Normandie. Ce qui nous permet effectivement de dire que le peu qu'on revend à Enercop est malgré tout consommé sur Malonnet. Donc, on est effectivement à 100% de notre électricité consommée sur notre patrimoine. Sauf que comme je revends un peu d'électricité à Enercop, la loi m'impose techniquement de faire un budget annexe au budget de la commune parce que je génère un revenu.
Et là, en fait, grosso modo, il y avait 2-3 élus dans la salle, ça va coûter plus cher en temps à Jean à faire le budget, plutôt que les recettes, parce qu'on a chiffré à peine à 4 000 € de recettes annuelles, puisque ça pouvait représenter. Et en plus, on me demandait de sortir les toitures de mes bâtiments pour les amortir sur le budget annexe. Bon, je commençais à expliquer au trésorier que j'allais pas le faire, il m'a dit vous êtes obligé, j'ai dit ben non. Donc c'est ça aussi l'intérêt de travailler sur les enjeux de transition, c'est de désobéir, et ça fait plaisir des fois. J'ai donc écrit à la ministre Vargon, j'avais écrit à Le Cornu, mais il est parti, j'ai écrit à Vargon pour lui dire à la ministre, c'est pas la peine de me défier au tribunal administratif, j'avoue tout de suite, je ne respecte pas la réglementation, et le but du jeu, c'est de se servir de notre expérience pour essayer de faire sauter ce genre de verrou. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'emprunt qu'on a levé auprès des habitants, la trésorière à l'époque refusait de signer les conventions financières parce qu'il y avait un circuit un peu bizarre pour elle sur le transfert d'argent. Elle dit oui mais non, mais comme elle n'avait pas la note de la Direction Générale des Finances Publiques qui autorisait A, il a fallu que nous-mêmes, on se mobilise pour que Bercy autorise le fait de signer un partenariat un peu spécifique avec une plateforme sur le net pour collecter l'argent. Donc en fait, c'est aussi, alors c'est pas mal de boulot, c'est du temps, mais c'est aussi ce qui est intéressant et mobilisateur tant pour les élus que pour les équipes au sein des services de la ville, c'est que voilà, on est aussi sur un certain nombre de sujets des défis. Sur le logement, sur le logement, juste quelques exemples. Le boulot qu'on a mené avec les différents bailleurs nous a permis de mettre en location la première résidence en neuf en habitat public avec l'OGL immobilière en 2009. C'est la première résidence BBC qui a été construite sur le territoire de la métropole de Rouen. Production d'électricité en solaire et chauffage en géothermie sur cette opération-là. En 2015, on a mis avec de nouveau l'OGL immobilière la première résidence passive et à énergie positive, toujours en logement public, en neuf, à l'échelle de la Seine-Maritime. Et au milieu, c'est la résidence Alizari, qui est la première résidence à l'échelle de la région Normandie, labellisée E+, C-, elle produit 200% d'énergie par rapport à ses besoins, et labellisée carbone-, donc voilà, ça nous permet aussi, au regard de l'investissement de la ville de Maloney, de devenir un peu le laboratoire de certaines innovations, et notamment en matière de logement, puisque là, la ville a accompagné les bailleurs, puisqu'on travaille la problématique de habiter autrement, et donc il y a du coaching auprès des habitants qui a été à apprendre dans la résidence de la Presqu'île. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, par exemple. Donc quand vous rentrez, vous avez toute l'habitude d'aérer. Voilà, il y a tout un accompagnement. Sur cette résidence, la ville est fortement intervenue aussi. On a interdit à l'architecte de faire des couloirs. C'est que des coursiers extérieurs. Vous avez vu d'être cinglé, il pleut. Non. Autant d'endroits qu'on ne chauffe pas, qui ne seront pas en charge locative en termes d'entretien, qu'on ne va pas éclairer, et qui permettent tout simplement, parce que c'est ça aussi un des enjeux de travailler les transitions. On ne parle plus, nous, à Maloney, de Maloney transition écologique ou énergétique, on met transition au pluriel. Il y a un fort enjeu en termes de développement du lien social. Et c'est autant de sujets qui nous permettent de travailler cette problématique. Tout simplement, le fait de mettre des coursives, et ben, quand on rentre chez soi, on voit le voleur du deuxième qui sort de chez lui, et ben, on se dit bonjour, tout bête. Quand vous avez que des couloirs fermés desservis par un ascenseur, les gens ne se connaissent pas. Donc on est devenu là aussi un peu, et donc comme il y a un terreau fertile, les bailleurs n'hésitent pas à investir en toute cette opération qui coûte un peu plus cher que des opérations traditionnelles, mais ça nous permet, nous, du coup, d'avoir une dynamique positive en termes de projets portés sur la ville. Sur le solaire, on a là aussi un partenariat un peu innovant avec un groupe américain qui est un des leaders à l'échelle internationale, le groupe Eaton. Je fais de la pub, ils ne m'ont pas donné d'action. On a un système de stockage de l'électricité dans l'église. Une partie de l'électricité qu'on produit sur le toit, on la stocke dans ce système de stockage qui nous permet d'avoir 9 heures d'autonomie d'éclairage de l'église. On fait des concerts ou autres le soir dans l'église de la commune. Ce système de stockage, il est fait à partir de batteries de véhicules électriques reconditionnées. On entend aujourd'hui les voitures électriques, les batteries, on ne sait pas encore en faire machin. Bah, bien sûr, tant qu'économiquement il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une filière se développe, il n'y a pas de solutions qui sont travaillées. Là, ça commence. Quand la batterie, donc Eaton a un partenariat exclusif avec le groupe Nissan en Europe,
C'est notamment les batteries des Nissan Leaf qu'on a nous dans l'église. Quand la batterie est plus assez puissante pour la voiture, donc elle a encore des capacités de stockage, voilà une seconde vie qui est donnée à la batterie du véhicule électrique. Et donc nous, on a mis en place un test pour eux, le produit qu'ils développent pour les particuliers. Donc là aussi, Maloney, on sort de nos frontières, puisque dans les supports de com de ce groupe américain, la même semaine, ils installaient le système dans l'église de Maloney, ils équipaient la grande arena d'Amsterdam, qui est l'équivalent du Stade de France, où toute la coupole couverte de solaire, ils ont viré tous les groupes électrogènes et ils ont mis que ce système-là. Donc dans leur doc, en fait, il y a Maloney Amsterdam, le même combat sur ce truc-là. Sur les aspects d'aménagement, bon, comme le disait Jean-Pierre, nous aussi, quand on a lancé la révision du plan local d'urbanisme, avant qu'il devienne une compétence métropolitaine, on a mis en place une AEU, l'approche environnementale de l'urbanisme, et j'ai pris la décision de stopper l'urbanisation des hameaux, de déclasser des terrains constructibles sur les hameaux pour les reclasser en agricole et naturel, parce que là aussi, un des enjeux, c'est, quand on porte un projet de territoire, c'est d'être cohérent, c'est pas que de travailler une petite sur l'aspect énergétique pour réduire la facture de la collectivité, c'est d'être aussi cohérent sur le projet de développement du territoire. Et du coup, en matière d'urbanisme, là aussi, on essaye, dès qu'il y a des innovations, des trucs un petit peu rigolos et fun à mettre en place, on fonce. On a été une des 4 communes sur les 71 de l'Interco rouennaise à mettre en place le programme BIMBI, qui en bon français signifie construire dans mon jardin. Et donc, on a mis en place des permanences d'architectes gratuites pendant 2 mois pour les Malonésiens, puisqu'à l'époque, on avait encore des terrains qui faisaient 1000, 1200, 1500 mètres carrés. Et là, on a raisonnablement de quoi construire au fond du jardin. Et on a proposé, nous, la ville, on a identifié toutes les parcelles qui pouvaient être susceptibles d'être divisées. On a proposé aux habitants de venir, sur la base de volontariat, ils n'étaient pas obligés, de voir l'opportunité, peut-être un jour, de diviser un peu le fond du jardin quand on commence à plus pouvoir l'entretien, etc. On a identifié sur le territoire municipal l'équivalent de 3 lotissements qu'on pouvait construire dans le jardin des gens. On a donc décidé d'identifier ce potentiel de construction dans notre document d'urbanisme. Et depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, les projets sortent de terre. Donc là aussi, c'était pas un truc qui allait sortir tout de suite, ça a mis quasiment 7-8 ans avant que ça se concrétise. Sauf que c'est notre responsabilité de voir comment, à partir d'une innovation, on peut aussi susciter l'intérêt des habitants sur certaines problématiques à laquelle ils n'auraient pas pensé spécialement. Je vais enchaîner parce que sinon on est là encore demain. Donc la participation. Je vais parler fort. Oui. Sur la participation des habitants, donc j'ai dit un mot sur l'emprunt qu'on a levé, et sur l'aspect mobilité, on a là aussi, c'était un des axes qu'on a mis dans le plan d'action FCV qu'on a fait financer donc en partie par l'État. 7 véhicules, c'est pas jour, on est aujourd'hui à 7 véhicules électriques au niveau des services municipaux, 5 véhicules qui roulent au gaz naturel de ville pour l'instant, avant qu'on ait du biogaz. L'ensemble des agents municipaux ont été formés à l'éco-conduite. On a notre propre station de recharge au gaz, qui est terminée. C'est une station de recharge au gaz remisée, ça nous a coûté 14 000 €. Et là aussi, on essaie d'être cohérent. Au niveau des enfants, au niveau de la restauration municipale, on a mis en place depuis de nombreuses années maintenant des tables de tri. Alors même si le travail des enfants est interdit en France, on les fait débarrasser et trier leurs déchets dans leur plateau, avec un objectif de 0 déchet. Donc, des fois, on retire les seaux qui leur permettent de mettre les déchets alimentaires pour bien les responsabiliser sur les quantités qu'ils vont prendre avant. Et là, on a signé un partenariat plutôt intéressant avec la société Terra Léo, 2 jeunes Rouennais qui ont créé leur activité professionnelle. Ils collectent les biodéchets qui vont ensuite porter à l'unité de méthanisation de la région d'Yvetot. Et donc voilà, c'est en essayant, même au-delà du territoire, de travailler ces filières pour développer demain de l'activité économique en plus non délocalisable. Je ne vais pas tout faire, mais une des actions dont on est fier, je le dis en pesant des mots, c'est le SAM, le service d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie. C'est la thématique de la précarité énergétique qu'on a essayé de travailler. C'est tout bête. Déjà aujourd'hui, plein de Malonésiens sont dans des passoires énergétiques. Maloney a été fortement marqué par son passé industriel autour du textile. Donc on a beaucoup de quartiers en cœur de ville
Ce sont des petites maisons en briques, pas du tout isolées, et qui sont en général souvent encore très bien traitées. On fait en fait des services à domicile gratuits pour les habitants qui nous sollicitent. Voilà, tout simplement, 2 agents municipaux qui sont formés. On fait un diag du bâtiment pour voir comment ils utilisent aussi leur logement. Et c'est un peu, quand on a quelques marottes, c'est une de mes marottes, c'est la question du recours au droit. Là aussi, pour les habitants de nos territoires, il y a plein de dispositifs financiers qui existent. Sauf que si on n'est pas accompagné, on est complètement perdu. C'est extrêmement compliqué. Et quand on est, par exemple, un couple de personnes âgées, propriétaires occupant de son logement, on se dit c'est pas pour moi. Sauf que eux, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, ce sont les premières victimes de la précarité énergétique avec l'augmentation des prix de l'énergie qu'on subit déjà. On a vu le prix de l'électricité, comme il a augmenté le mois dernier. Et donc, dans les 10 ans qui viennent, on sait que l'électricité va doubler. Et donc, c'est aussi les premières victimes, avant d'être les victimes, encore plus demain, de la précarité énergétique, c'est les premières victimes de toutes les arnaques qui se développent aujourd'hui sur nos territoires, avec tous ces margoulins qui profitent de cet effet de mode sur ces sujets-là pour aller arnaquer les gens. Donc là, c'est peut-être aussi une des sources de mon engagement, le service public municipal vient rassurer les habitants. Et donc on accompagne les gens, et notamment quand des personnes viennent nous solliciter au niveau du centre communal d'action sociale, on ne peut pas effectuer de chauffage, machin, on ne paye pas. On déclenche une visite du SAM et on regarde comment on peut travailler autrement. J'ai en tête, là, il y a quelques mois maintenant, problème de règlement de son chauffage au fioul, 800 €, elle ne peut pas payer, donc on ne peut pas se chauffer. On déclenche le SAM, de là, on a travaillé plusieurs semaines, ça se fait pas, c'est vraiment l'aspect, pour rester dans le ton local, de petites touches impressionnistes. Aujourd'hui, il y a eu 40 000 € de travaux dans sa maison. Elle ne pouvait pas payer 800 € de chauffage. On a mobilisé 40 000 € de travaux dans sa maison, avec un reste à charge pour la dame de 1 000 €. On a trouvé 39 000 € de financement extérieur avec tous ces dispositifs qui existent. Sauf qu'il faut pouvoir porter les dossiers, monter les dossiers, trouver des artisans qui vont accepter d'être payés un peu plus tard. Et donc en fait, on a créé ce partenariat à l'échelle du territoire. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Alors si, on a eu France 2 qui est venu à l'occasion machin, mais ça ne change pas tout d'un coup dans un quartier, mais c'est plein de petites touches où on apporte un service public du conseil auprès des habitants qui est gratuit. Ce service, c'est de l'autre côté chasseur de subventions, il est financé par les C2E, le certificat d'économie d'énergie précarité à l'échelle nationale. On a répondu à un appel à projet de la Massif Assurance qui nous finance une partie du coût des agents sur 3 années et c'est une action qui est plutôt sympa et les gens sont contents. Ça ne débouche pas toujours sur des travaux, bien évidemment. Il y a aussi simplement des changements de comportement sur l'usage de son logement. Et aussi sur cette thématique de l'accompagnement des habitants, là, des personnes qui sont en situation précaire, on a signé une convention avec le CAE de Seine-Maritime et il y a des permanences d'architectes gratuites au sein de la ville pour accompagner les habitants sur les travaux d'amélioration de leur patrimoine. Voilà, participation, voilà, mégawatts, on l'a fait. On a lancé bien avant la loi de transition énergétique des ateliers de la transition à Maloney. La ville de Maloney est rentrée au conseil d'administration et sociétaire d'Enercob Normandie. L'implication citoyenne, parce qu'on m'avait demandé ce soir de parler d'implication citoyenne, en collectif citoyen logique. On avait réussi du coup, alors, avant de venir sur le collectif citoyen, le slide qui m'ont pas mis. Origine de l'Export 2006, difficultés financières. La facture énergétique de la collectivité en 2006, c'était 198 000 €. Électricité, chauffage, carburant. Nous, on a développé un concept qu'on a appelé le coût de l'inaction. On a tout simplement regardé sur la période, entre 2006 et 2018, si on n'avait rien fait, si on s'était contenté de subir les augmentations de tarifs, le gaz a fait plus de 60% sur la période, l'électricité, etc. Si on n'avait rien fait, en 2018, la facture énergétique de la ville de Maloney aurait dû être de 495 000 € à périmètre constant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, sur les mètres carrés des bâtiments, il y a aussi un enjeu de se séparer d'un certain nombre de mètres carrés. J'ai fermé une école maternelle, par exemple. Ça n'a rien de chauffer une école, il y avait 40 gamins dedans, pendant que dans mes 2 autres maternelles, j'avais 4 classes de vide. On rationalise aussi un peu les mètres carrés de la collectivité. En 2018, la facture de la collectivité, c'était 190 000 €.
on a réussi à contenir les augmentations de tarifs avec les actions qu'on a